C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le mandat d'arrêt contre Karim Keïta, l'un des fils de l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Interpol l'a émis ce lundi. Un mandat dans le cadre d'une enquête sur la disparition d'un journaliste d'investigation en 2016. Nous serons à Bamako dans ce journal. Ce nouvel enlèvement d'étudiants au Nigeria. Au moins 140 élèves sont portés disparus dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Leur école a été attaquée par des hommes armés en pleine nuit et en pleine période d'examen. Les détails dans un instant. Les mots menaçants du prix Nobel de la paix 2019, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, il a affirmé pouvoir recruter sans difficulté 1 million de nouveaux combattants dans le cadre du conflit avec la région rebelle du Tigré. Dans le même temps, les rebelles ont accepté un cessez-le-feu tout en posant leurs exigences. C'est l'information de ce lundi soir. Interpol a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre du fils de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Karim Keïta est recherché dans le cadre d'une enquête sur la disparition d'un journaliste d'investigation en 2016. Nous sommes en direct avec Serge Daniel, correspondant d'RFI à Bamako. Serge, bonsoir. Que signifie ce mandat ? Alors, ce mandat signifie que la justice malienne demande une entraide internationale pour que Karim Keïta revienne ici, donc soit interpellé et soit transféré à Bamako pour pouvoir répondre des faits qui lui sont reprochés. Il n'est pas encore condamné, mais c'est dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'un journaliste, Birama Touré. Nous sommes il y a 5 ans, ce journaliste a disparu à Bamako. On n'a plus de nouvelles de Birama Touré. Ses parents se sont inquiétés, la presse également, et il y a un faisceau de présomption selon certains qui indiquent que Karim Keïta devrait pouvoir savoir ce qui s'est passé notamment. Donc, le mandat d'arrêt est clair. Il est signé du juge d'instruction, du doyen du juge d'instruction de la commune 4 de Bamako, Sidi Maïga, qui demande à ce que Interpol aide le Mali, la justice malienne, à ramener ici à Bamako, dans le cadre de cette enquête sur le journaliste disparu, à ramener Karim Keïta. Vous l'avez dit, il est le fils de l'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, mais c'était également un député et il était également président de la commission de la défense et sécurité de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un de très important ici. Il a toujours clamé son innocence dans cette affaire, mais c'est un rebondissement, il faut le dire. Et comment ça va se passer? On devrait dans les jours qui suivent, savoir exactement si Interpol Côte d'Ivoire va répondre favorablement à la demande de la justice malienne. Merci beaucoup Serge Daniel pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le correspondant d'RFI à Bamako. Ce chiffre inquiétant, au moins 140 élèves sont portés disparus après l'attaque d'une école dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria. Selon la police, des hommes armés tirant à l'aveugle ont fait irruption dans la nuit au lycée Bethel Baptiste. Ces attaques et ces kidnappings crapuleux pour soutirer de l'argent aux familles en échange de la libération de leurs enfants sont de plus en plus fréquents. Nicolas Germain. Une nouvelle fois, des images de parents nigérians désespérés dans les écoles de leurs enfants. Il s'agit du 10e enlèvement de masse depuis décembre dans un établissement scolaire du nord-ouest du pays. Cette fois, c'est une école de l'état de Kaduna qui a été visée. 25 étudiants ont pu s'échapper, mais au moins 140 autres enfants ont été pris par les ravisseurs. J'ai reçu un appel à 6 h du matin, m'informant que des kidnappeurs étaient entrés dans l'école et qu'ils avaient pris les enfants, y compris ma fille. On est vite venu ici, on a eu la confirmation qu'ils l'avaient prise. Quelques heures plus tôt, toujours dans l'état du Kaduna, un ensemble hospitalier a été attaqué. 8 personnes ont été enlevées, dont un enfant âgé d'1 an. Il y a eu un coup de feu, puis ils sont entrés dans certaines maisons ici. Ils ont enlevé des gens. Ils ont pris ma sœur et ses 2 enfants, et sa grande sœur et sa fille. Elles étaient 5. Dernièrement, ce sont surtout des écoles qui ont été ciblées. Au total, environ 1000 élèves ont été enlevés au Nigeria depuis décembre. La plupart ont été relâchés après des négociations avec les autorités locales. Le gouvernement, lui, affirme qu'il est strictement opposé au paiement de rançon. Les rapts dans les écoles ont d'abord été menés par des groupes djihadistes, comme dans la localité de Chibok en 2014, lorsque près de 300 jeunes filles sont enlevées. Ces derniers mois, ce sont des gangs armés qui ont imité la stratégie des djihadistes.
Si une milice est nécessaire, en 1 ou 2 mois, un demi-million de miliciens peuvent être mobilisés. Ce sont les mots du prix Nobel de la paix Abiy Ahmed à l'encontre des rebelles tigréens. Dans un discours face au Parlement, le Premier ministre éthiopien a montré les muscles. Une déclaration après la prise de Mekele, la capitale régionale, par les rebelles du TPLF. Des rebelles qui ont accepté le cessez-le-feu d'Addis Abeba, mais qui ont émis des exigences. Coralie Hanel. Ils mènent depuis 8 mois une guerre contre l'armée éthiopienne. Ce dimanche, les rebelles tigréens ont répondu par un accord de principe au cessez-le-feu unilatéral déclaré la semaine dernière par le gouvernement d'Addis Abeba. Nous acceptons un cessez-le-feu de principe, sous réserve d'une garantie que la sécurité de notre peuple ne sera pas compromise par une deuxième série d'invasions. Il y a une semaine, le TPLF, Front de libération du peuple du Tigré, a repris le contrôle d'une grande partie du territoire, dont la capitale régionale Mekele. Alors pour les rebelles, pas question d'accepter cette trêve avant d'avoir sécurisé ses acquis. Ils exigent tout d'abord le retrait des forces érythréennes et Amhara qui soutiennent l'armée éthiopienne dans son offensive au Tigré. Autre condition, la reprise de toutes les activités du gouvernement régional du Tigré, considéré comme dissident par Addis Abeba. Des termes difficilement acceptables par le pouvoir central, qui a toujours rejeté tout dialogue avec les dirigeants du TPLF. De son côté, l'ONU s'inquiète de l'impact des combats sur les civils. It is essential to have a real ceasefire and restricted humanitarian access must be guaranteed to the whole territory, and the destruction of civilian infrastructure is totally unacceptable. Plus de 400 000 personnes souffrent de la faim dans la région et près de 2 millions de civils supplémentaires sont également au bord de la famine. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, cette rencontre entre le chef de l'État Emmanuel Macron et le chef de la junte militaire tchadien Mohamed Déby, le nouvel homme fort du Tchad, a rencontré le président français ce lundi. Une visite d'amitié et de travail sans la présence de la presse. L'opposition tchadienne avait largement critiqué le manque de fermeté de la France après l'arrivée au pouvoir du fils d'Idriss Déby après la mort de son père, à la tête du Conseil militaire de transition composé de 15 généraux. Cette information en provenance de la République démocratique du Congo. Le cardinal Laurent Mosengo, 81 ans, devrait être évacué vers Paris ce soir par avion médicalisé. Son état de santé est stable mais préoccupant. Il est en soins intensifs depuis dimanche. L'Église n'a pas précisé de quoi le cardinal souffrait. Selon des sources médicales, le cardinal aurait contracté le Covid-19. Cette grâce présidentielle en Algérie à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné la libération de jeunes détenus incarcérés pour avoir appelé ou pris part à des manifestations dans le cadre du mouvement de contestation Hirak. Cette mesure de clémence est traditionnelle chaque année à la veille de l'anniversaire de l'indépendance. Pas de perspective de débarquement pour l'Ocean Viking, ce navire humanitaire avec à son bord 572 migrants secourus en mer, des migrants dans un état très difficile. Selon SOS Méditerranée, certains sont restés 3 jours en mer sans vivre ni eau, d'autres sont brûlés par le soleil ou par le fioul. David Gilberg. La photo a été prise dans la nuit sur l'un des ponts de l'Ocean Viking. Elle témoigne de l'ampleur du dernier sauvetage en date réalisé par l'équipage du navire de l'ONG SOS Méditerranée. En tout, 369 personnes, pour la plupart des Égyptiens, des Érythréens et des Bangladais, qui se trouvaient à bord d'une même embarcation dans les eaux libyennes, un chiffre plutôt inhabituel. En général, les embarcations qui partent de Libye contiennent environ 50-100 personnes, mais 369, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Ce genre d'embarcation surchargée rend le sauvetage très compliqué. Les équipes ont mis 5 heures à secourir et à mettre en sécurité ces migrants en pleine nuit, donc avec des risques également que des migrants tombent à l'eau sans qu'on les voie. Ce sauvetage a été le 6e en 4 jours pour l'Ocean Viking, qui n'était arrivé que jeudi au large des côtes libyennes, après plus d'1 mois en cale sèche pour des réparations. Il transporte désormais 572 migrants, dont 18 femmes, 24 enfants et 159 mineurs non accompagnés. Des chiffres qui l'obligent à repartir vers le nord pour débarquer ces personnes dans un port sûr, a priori à Lampedusa ou à Malte, une épreuve supplémentaire.
Il n'y a pas de mécanisme coordonné de solidarité européenne et les pays comme l'Italie ou Malte, qui sont laissés seuls en première ligne, expliquent qu'elles ne peuvent pas accueillir tout le monde sans être aidées par les autres pays de l'Union. Malheureusement, ce mécanisme n'existe toujours pas. Donc on peut attendre parfois des jours et des jours en mer avant qu'enfin soit désigné un port sûr par les autorités maritimes compétentes. Là, nous sommes aujourd'hui dans l'attente et nous demandons avec la plus grande urgence la désignation de ce port sûr. Il n'y aura donc dans les jours qui viennent plus aucun navire de secours dans la partie de la Méditerranée qui relie la Libye à l'Europe, alors que le rythme des traversées semble une nouvelle fois s'accélérer. 3 autres navires, dont 2 de l'ONG Sea-Watch et 1 de Médecins sans frontières, sont bloqués en Italie par les autorités pour des raisons administratives. La campagne de vaccination contre le Covid-19 accélérée au Maroc alors que le pays entre dans la saison touristique. Le ministère de la Santé a annoncé que les centres de vaccination allaient ouvrir le dimanche pour vacciner notamment les plus de 40 ans qui n'ont toujours pas reçu leur première dose. Ce soir, nous allons parcourir l'histoire de la Sierra Leone avec notre invité Thierry Paulet, auteur de Province of Freedom, essayiste et docteur en économie. Il est également l'auteur d'un ouvrage sur le Libéria, spécialiste du monde atlantique et de la colonisation. Son dernier ouvrage retrace l'histoire de la Sierra Leone, devenue une terre d'accueil pour les esclaves affranchis et l'espoir des abolitionnistes d'en faire une colonie exemplaire. Bonsoir Thierry Paulet, merci. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Alors, je disais, cet ouvrage, dans cet ouvrage, vous nous prenez par la main, vous nous faites replonger dans l'histoire de ce pays, la Sierra Leone, mais on traverse aussi avec vous plusieurs continents, l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Comment vous est venue l'idée de cet ouvrage et dans quel but ? Écoutez, à dire vrai, j'ai commencé par travailler sur le Libéria, et ça fait déjà assez longtemps, ça fait pratiquement 25 ans, parce que j'ai été très frappé comme beaucoup de monde à l'époque, par la guerre civile. Je travaillais beaucoup dans la région à l'époque, et j'ai été vraiment bouleversé par la guerre civile, la dureté, la violence de cette guerre, et j'ai cherché à comprendre quelles étaient les causes de ce dérapage, de cette violence. Et donc, j'ai travaillé sur l'histoire de Libéria. J'ai eu la chance à ce moment-là de partir pendant 4 ans aux États-Unis comme chercheur. Et j'ai eu la possibilité donc d'accéder à des archives, parce qu'au Libéria, tout a été détruit par la guerre. Donc, les archives sont aux États-Unis. Et en travaillant sur le Libéria, j'ai découvert l'histoire d'un pays voisin et d'un pays cousin qui est la Sierra Leone. Et j'ai compris que l'expérience du Libéria avait été calquée sur celle de la Sierra Leone. Donc l'expérience de la Sierra Leone que je décris dans ce livre est antérieure à la création du Libéria. Alors, quand vous dites que l'histoire, souvent dans ce livre, vous répétez que l'histoire de la Sierra Leone avait eu une influence ou a été déterminant même pour le reste du continent? Oui, parce que ce que j'explique, c'est qu'au moment où l'histoire de cette Colony of Freedom, c'est d'abord une initiative privée. Ce sont des abolitionnistes anglais qui étaient des Quakers majoritairement, qui ont eu l'idée de créer une colonie, mais à l'époque, on est au milieu du XVIIIe siècle. Hein. Donc, à cette époque-là, quand on parlait de colonies en Afrique, on pensait plutôt à des colonies de type agricole, à caractère privé. Il s'agissait de faire de la culture, de la canne, comme on en faisait aux Antilles, mais sans esclavage, en passant des accords avec les autochtones, avec les chefs locaux. Et donc, ce monsieur qui s'appelait Sharp, Granville Sharp, a eu l'idée de créer une compagnie comme ça au Sierra Leone pour accueillir ces esclaves affranchis. Voilà, il se trouve qu'il y avait à Londres beaucoup de Black Poors, des Noirs pauvres, qui se trouvaient là parce que Londres était devenu un peu un refuge pour les esclaves qui s'enfuyaient parce qu'on ne pouvait pas les renvoyer, la loi ne le permettait pas. Et donc, cette initiative privée a connu un échec sur lequel on pourra revenir, si vous voulez, mais ça a été un premier échec. Ils ont recréé une deuxième compagnie, cette fois
avec moins d'ambition humanitaire, à caractère plus commercial, qui a aussi été un échec, et en définitive, elle a été reprise par la couronne britannique en 1808. Et c'est cette reprise par la couronne britannique qui a déclenché, en tout cas c'est la thèse que je défends dans ce livre, qui a déclenché le mouvement général de colonisation de l'Afrique, parce que les autres nations, et en particulier la France, quand ils ont vu la couronne britannique créer une base permanente en Afrique, en plus dans la Sierra Leone, c'est le meilleur mouillage pour les bateaux de toute la côte africaine, ça a déclenché chez les Français une volonté de contrer l'influence britannique. Alors, dans ce livre aussi, vous parlez vous revenez sur l'histoire de l'indépendance des États-Unis, vous cassez un petit peu des idées reçues, le mythe des pères fondateurs qui étaient en réalité des esclavagistes, George Washington, Thomas Jefferson. C'était les propriétaires d'esclaves, en tout cas. Oui, voilà, des propriétaires d'esclaves qui avaient des plantations et qui défendaient ces intérêts-là. Et vous dites que c'est en quelque sorte défendre ces intérêts qui les a poussés à mener cette guerre pour l'indépendance des États-Unis. C'est une des thèses qui... C'est une des lectures qu'on peut faire, et que je ne suis pas la seule à la faire. Elle est partagée par un certain nombre d'historiens américains qui se sont exprimés récemment. Ça a créé quelques polémiques d'ailleurs aux États-Unis encore récemment, mais c'est une façon de lire l'histoire. C'est vrai que George Washington... pour ne parler que de lui, le père fondateur numéro 1, lui et son épouse possédaient 300 esclaves. Oui, donc c'était pas un petit propriétaire, c'était un très gros propriétaire. Mais bon, à l'époque, c'était fréquent. Les ordres catholiques, les jésuites, par exemple, étaient propriétaires d'esclaves. Tout le monde était propriétaire d'esclaves, pratiquement. Alors, très très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement. Oui. Quelle influence cette histoire a eu sur ce qui est devenu aujourd'hui la Sierra Leone ? Ça a une influence. L'influence a été dégressive au fur des siècles pour des raisons démographiques. Le petit groupe de colons qui a créé la Sierra Leone a constitué une élite qui se considérait comme civilisée par rapport aux autochtones qui n'étaient pas. Eux étaient christianisés, ils savaient lire et écrire, les autochtones ne savaient pas. Ça a créé des tensions entre les différentes communautés. Ça a créé des tensions, ça a créé des rapports de force, et donc ça a donné ce caractère créolisé, selon le terme qui est utilisé là-bas, de la société sierra-léonaise. Mais ce caractère-là s'est évidemment amoindri au fil des décennies, au fil des siècles, pour des raisons démographiques. Les descendants de créoles, actuellement, ça doit représenter 2 ou 3% de la population de la Sierra Leone. Donc, c'est en revanche, au Libéria, le même phénomène au Libéria a perduré beaucoup plus longtemps. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles la guerre civile a éclaté d'abord au Libéria. Je vous remercie beaucoup Thierry Paulet d'être venu nous parler de votre livre Province of Freedom. Merci infiniment, un livre que je vous recommande. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.